Espérance banlieue, ces cathos tradis qui rêvent de franciser les petits musulmans, c'est le titre du premier volet de l'enquête en deux parties réalisée par le journaliste Thierry Vincent pour Off Investigation. Ce réseau d'écoles traditionnelles catholiques, hors contrat, financé par de grandes entreprises, affiche un objectif séduisant, ouvrir de nouvelles perspectives aux enfants de nos banlieues. La réalité ne serait pas si joyeuse, puisque des parents dénoncent une dérive du réseau après que leurs enfants auraient été subis des violences, des humiliations, mais aussi des brimades. Nous allons aborder le sujet ensemble. J'ai accueilli mes trois invités. D'abord Thierry Vincent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Avec plaisir de vous recevoir ce soir. J'accueille aussi deux parents. Faisal d'abord, père de 4 enfants, dont 3 ayant été scolarisés au cours Charlemagne à Argenteuil. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Et Aïcha, mère elle aussi de 4 enfants, dont 3 ont été scolarisés au cours Charles Péguy, cette fois à Sartrouville. 2. Et bien vous voyez comme quoi on n'est toujours pas forcément informé à 100% correctement. Alors, merci à tous les 3 d'être là ce soir. Avant toute chose, Thierry, en quelques mots, puisqu'on peut découvrir ce sujet ce soir, comment ce réseau, le réseau Espérance banlieue, a-t-il pu voir le jour en France? Comment il voit le jour? Dans quel contexte? D'abord, vous avez dit que c'était des écoles catholiques. Je rectifie un petit peu. C'est pas présenté comme ça. Ça ne s'affiche pas comme ça. C'est officiellement à confessionnel et les parents qui sont là. On va l'aborder la question. On leur a jamais dit que c'était des établissements catholiques, etc. Ouais. Mais effectivement, les gens qui sont derrière ça sont tous pas seulement catholiques, mais catholiques très traditionnalistes, voire intégristes. C'est grosso modo la manif pour tous. Alors comment ça voit le jour? Ça voit le jour, c'est inspiré d'abord d'une fondation pour l'école qui a été fondée par une dame qui s'appelle Anne Coffinier, qui était donc très proche de la manif pour tous. Je crois que c'est en 2008 la création. C'est sous Nicolas Sarkozy. C'est sous Nicolas Sarkozy. Et l'idée est de développer... En fait, en vrai. L'objectif, c'est de développer des écoles sous contrat, parce que l'éducation nationale, grosso modo, ne remplirait plus sa mission. Voilà. En gros, elle serait trop politique. On aurait introduit des éléments révolutionnaires, dangereusement subversifs. Alors, on ne parlait pas encore de woke à l'époque, mais enfin, c'est toute cette... C'est un peu ça. Voilà. C'est cette folie qui nous fait croire que l'éducation nationale fait tout un tas de choses, sauf éduquer les enfants. Et donc ça part de là. Curieusement, d'ailleurs, cette fondation, c'est des gens influents, effectivement, c'est les conservateurs, bourgeois conservateurs catholiques, très conservateurs, donc plutôt des milieux aisés, qui ont de l'argent, liés effectivement au grand patronat ou à des gens de cadre sup, école de commerce, etc. Ils reçoivent d'ailleurs tout de suite un agrément d'utilité publique sous le ministre Xavier Darcos. Ce qui permet d'être financé par de l'argent public. Ce qui permet d'être financé par de l'argent public, absolument. Et en fait, issu de cette fondation pour l'école, donc qui a pour objectif ouvertement de faire des écoles. En gros, c'est la liberté d'éduquer. Alors le mot liberté, ça paraît très noble, mais enfin bon, ça peut vouloir dire aussi faire un peu n'importe quoi et sortir des cadres définis par l'éducation nationale. Et dans ce cadre-là, il crée Espérance banlieue, donc dont l'objectif, comme vous l'avez rappelé, est de donner des perspectives nouvelles aux enfants. Voilà. C'est vendeur, en fait, quelque part. Et on a la chance d'avoir 2 parents qui ont fait cette expérience-là, tout du moins vos enfants avant vous-même, mais vous aussi à travers eux. Tous les deux, qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui vous a décidé à aller scolariser vos enfants là-bas plutôt que dans le public, finalement une école privée, on peut le dire comme ça, en fait, c'est une école privée, mais abordable, puisque ce n'est pas du tout les tarifs appliqués que dans les écoles privées traditionnelles, enfin tout du moins habituelles. Alors, l'envie première qui vous a... Aïcha, d'abord. Alors, moi, l'envie première dans cette école-là, c'était, dans un premier temps, les effectifs, à savoir qu'on peut être à 6, avoir 7 dans les classes. Et je pense que, comme tous parents, aujourd'hui, on souhaite la réussite de nos enfants. Donc, moi, j'ai vraiment été attirée par ça et par leurs valeurs, parce que de très belles valeurs. Lesquelles comme le fait d'être vrai, le fait d'être unis, d'être ensemble, de partager ensemble tout ce qui se passe pour l'évolution de nos enfants. Et de se baser sur la confiance. Donc, voilà. Faisal, j'imagine que ça vous parle? Je rejoins un petit peu madame, ce qu'elle vient de dire, c'est exactement ça. C'était pour leur donner la chance d'avoir une meilleure scolarité, parce que c'est vrai que ce qu'a dit monsieur, c'est que les écoles étaient surchargées. L'école publique de votre quartier connaît des problèmes de défaillance? C'est ça. Et le fait qu'il y ait des écoles, enfin une école où il n'y a pas beaucoup de classes
Donc c'est peut-être une meilleure prise en charge. Donc du coup, on s'est dit peut-être que ils vont peut-être essayer d'avoir... Ça pourrait être meilleur pour vos enfants. C'est ça. Donc on s'est dit pourquoi pas. Bien sûr. On parlait beaucoup de cette école en bien. Oui. Donc du coup. On vous a approché d'ailleurs, ou c'est vous-même qui avez fait la démarche de connaître Moi, c'est ma femme. On lui en a parlé, donc elle a été. Donc ils ont fait une réunion, on lui en a parlé et on lui a dit que ça va être une école où les enfants vont être pris en charge, qu'il y aura une évolution, qu'ils ont une stratégie qui ne sont pas la même que l'école publique. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas ? Alors, ces écoles-là, rappelons-le, on l'a dit, là, elles sont privées et pas publiques, effectivement, ce qui n'est pas un mal en soi. De bonnes écoles privées existent. N'étant pas sous contrat avec l'État, elles sont financées par le privé aussi, de grandes entreprises privées. Alors, ma question s'adresse à vous, Monsieur Vincent. Lesquelles ? On veut savoir. Desquelles il y a des très grandes entreprises. Il y a deux questions en une. Oui. D'abord, lesquelles ? Et ensuite, en quoi ça pourrait poser problème que ce soit financé par des entreprises privées ? Alors, d'abord, c'est financé aussi... pas que par le privé, on l'a compris. Aussi un peu par le public, j'y reviendrai après, ce qui est très, très limite légalement. C'est financé par des grandes entreprises comme il y a Suez, BNP Paribas, Vinci, enfin, il y a des gros... Après, j'ai oublié, mais enfin... des groupes qu'on connaît. Oui. Pas que en bien. Voilà, après, là, je les ai plus tous en tête, mais enfin, il y a vraiment des grosses entreprises du CAC 40 et des plus petits, des cabinets de conseil, etc. Alors, pourquoi font-ils ça ? Je pense qu'il y a un intérêt qui peut être... pas idiot de la part de ces entreprises, c'est qu'ils se disent qu'en banlieue, il y a forcément un vivier de forces vives, de gens qui pourraient réussir, qui seraient potentiellement des cadres très productifs dans le système actuel, capitaliste, etc. Et que c'est un gâchis de talent. Donc peut-être qu'ils misent là-dessus en croyant, eux aussi, peut-être en se faisant à moitié berner aussi, je ne sais pas, en pensant que grâce à ça, ils vont pouvoir recruter des futurs salariés. De former, c'est intéressant de le lire, de présenter comme ça, puisqu'effectivement, on a pu voir, par exemple, là j'ai en tête le livre d'Alain Deneau, je ne sais pas si vous voyez, La médiocratie, où il dit, il vient du coup de Montréal, où il dit que nous formons, les entreprises privées peuvent former les esprits à leurs attentes. Est-ce qu'on peut retrouver ça dans cette école-là ? Finalement, vous le présentez un peu comme ça à l'instant. Est-ce qu'il peut y avoir ce genre d'objectif ? Parce de la part, je sais pas, de la part de l'intention des entreprises, je sais pas. Après, il y a aussi, je pense, c'est quelque chose de tout bête, de beaucoup plus simple que ce qu'on imagine de compliqué. C'est que on évolue dans le même milieu, le grand patronat de droite, conservateur et catholique. Bon, c'est pas tous les patrons du CAC 40, mais c'est une partie. Ouais. Et ben forcément, ils auront des sympathies. Par exemple, il aime pas du tout qu'on lui rappelle qu'il a un cousin. Enfin, Éric Mestralet, le président d'Espérance Banlieue, et le cousin germain de Gérard Mestralet, qui était l'ancien patron d'Engie. Alors, il a le droit, c'est pas un problème, mais tout ça évolue dans le même milieu. Il y a un des directeurs, par exemple, je crois, de l'école Espérance Banlieue de Compiègne, qui est, si je me trompe pas, l'oncle, je crois, enfin, en tout cas, il y a un lien de parenté, il s'appelle de Normandie, donc de l'ancien ministre Julien de Normandie. Donc, il y a aussi tout simplement ça. Une affaire de classe sociale. C'est un truc de classe sociale, absolument, et on fait plus confiance à des gens qu'on connaît, de sa caste, etc., pour financer. C'est défiscalisable aussi, donc ça peut, comme le média, comme les dons médias, mais pas dans la même finalité. Alors, dans votre enquête, vous révélez... Non, pardon, c'est juste que, normalement, on n'a pas le droit d'être financé par le public, quand c'est hors contrat, mais alors, ça triche un peu. Il y a notamment, il y a eu un problème dans le Pays de Loire, un problème à Saint-Étienne aussi, je crois. C'est-à-dire que, en fait, l'école en tant que telle n'a pas le droit d'être financée sur fonds publics, donc les fonds de la région, mais les activités périscolaires peuvent l'être. Et là, il y a eu par exemple cette année une donation, je crois, une subvention d'État, je crois, de 150 000 € dans la région Pays de Loire pour les écoles d'Angers et du Mans, qui n'était pas affectée à une activité précise. Et donc là, c'est le groupe des Verts qui a soulevé un peu ce lièvre. Et là, le préfet les a un peu tapé sur les doigts en disant bon, c'est bon pour une fois, mais vous recommencez pas maintenant. Il faut que ça soit très précisément dédié à une activité.
l'égalité. Donc, on est à la limite, je ne suis pas juge, hein, mais on verra ça dans la justice, mais de détournement de fonds publics. Il y a un problème aussi là-dessus. Il faudra peut-être creuser dans cette direction-là, on fait confiance Absolument. pour ça. Ouais. Dans votre enquête, justement, qui est toujours disponible, depuis hier sur le site d'Off Investigation, vous révélez les motivations plutôt politiques. Vous avez un petit peu parlé d'elle tout à l'heure. Dane Coffinier, la présidente de la Fondation pour l'école. Alors, de quoi, rapidement, il s'agit, dans le fond? En fait, c'est une offensive contre l'école publique. Hein, qui c'est, cette personne? Cette personne, elle est très proche de la Manif pour tous. Elle a d'ailleurs quitté maintenant ce réseau d'associations parce qu'elle critiquait la gestion. Elle dit que c'est maintenant géré par des mafieux. Elle emploie des termes comme ça. Ça serait intéressant d'enquêter là-dessus, d'ailleurs. Mais sinon, c'était une des égéries de la Manif pour tous, ou une des inspiratrices. Donc, c'est tout l'anti-pédagogisme, l'anti-pédagogie d'après 68, c'est l'idée que, de toute façon, on n'apprend plus aux enfants à lire, écrire, compter dans l'école publique. C'est pas vrai, évidemment qu'on leur apprend à lire, écrire et compter. Alors, que ça marche, ça marche pas, c'est un autre sujet. Mais enfin, on n'oublie pas de leur apprendre à lire, écrire et compter. Et donc, c'est revenir aux méthodes traditionnelles d'avant, à la discipline. Voilà, qui soi-disant, marchaient mieux. Et ce qui est intéressant, en fait, dans cette mouvance de la Manif pour tous, c'est la mouvance aussi autour de Christine Boutin, du Parti démocrate chrétien, etc. Extrême droite, on peut le dire. Extrême droite ou droite très dure, disons, pas loin de l'extrême droite, effectivement. C'est que paradoxalement, ils essayent aussi de séduire certains milieux musulmans conservateurs. On l'a vu au moment de la Manif pour tous, il y avait un des porte-parole de la Manif pour tous, c'est-à-dire un imam qui s'appelle Kamel Béchik, qui est proche du Front National. Alors ça paraît l'ancien Front National, ça paraît très, très paradoxal, mais sur la défense des valeurs contre les dérives LGBT, etc. Et donc, il y a chez certains catholiques traditionnalistes une recherche d'alliance avec des musulmans conservateurs. Alors, on met un peu sous le tapis l'islamophobie ou les restes d'islamophobie qu'il peut y avoir, ça, on n'en parle pas trop, mais on essaie de trouver une alliance. Ils pensent qu'il y a un vivier conservateur qu'on peut convertir à la droite ou à l'extrême droite dans les milieux musulmans, en particulier en banlieue. En fait, c'est un peu ça l'idée. Alors, tous les deux parents du coup d'enfants qui ont été scolarisés dans ces écoles-là, au moment de la scolarisation de vos enfants, est-ce que vous aviez conscience de tout ça à ce moment-là, du côté de l'aspect catholique plutôt radical? Vous avez utilisé le terme d'intégriste tout à l'heure, là. Est-ce que vous aviez... Traditionnaliste, en tout cas. Tout du moins, au moins ça. Est-ce que vous avez conscience de ça, ou alors c'était complètement occulté, ça n'avait pas été présenté comme ça? Pour ma part, non, ça n'a pas été présenté comme ça du tout. Allez-y, après vous pourrez... Non, c'est pas ce qu'ils nous ont vendu, du tout. Déjà, d'ailleurs, ils ne nous ont pas parlé de tout ce qui était... de parti, d'être... politique. Politique, voilà, tout ça. Donc, non, ils nous ont plus parlé de on va leur donner la chance, on va être aux côtés d'eux, et puis ils auront une scolarité qui sera à l'opposé de l'éducation, enfin, de l'école publique, en fait. Mais quelqu'un nous ont parlé de ça. Aïcha. Pour ma part, du tout. Comme je vous ai bien précisé, ce qui m'avait séduit, moi, c'était vraiment pour d'avoir une chance pour que mes enfants ils puissent avancer. Donc, j'étais pas du tout informée de ce côté-là. Mais du tout. Et d'ailleurs, l'école se dit aussi laïque. Donc, voilà. Effectivement, certains parents et même anciens enseignantes et enseignants ont parlé de condescendance envers l'islam, on va l'aborder, alors que la promesse, comme vous venez de le dire à l'instant, était bel et bien des valeurs comme de la laïcité, des valeurs qui nous rassemblent toutes et tous, et le respect des différences. Comment ce problème s'est-il manifesté? C'est là qu'on va arriver dans votre témoignage à tous les deux, en quelques instants. La première fois que ce problème, ou qu'un problème, le vôtre, se manifeste auprès de vos enfants. Comment ça s'est passé, Aïcha? Alors moi, ce qui s'est passé avec mes enfants, je tiens à préciser, c'est par rapport à des violences qui ont été des coups. Et j'ai pu entendre quelques paroles qui restent encore très difficiles. Je ne dis pas que les coups, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, parce que de voir son enfant se faire frapper par un professeur, et c'était plusieurs enfants, dont preuve à l'appui, donc ça reste toujours quelque chose de choquant. Mais la chose qui me traverse l'esprit
qui m'a beaucoup peinée, c'est le jour où je dépose ma fille le matin à l'école, à savoir que moi j'habitais à Argenteuil. Donc je vais jusqu'à Sartrouville, je me lève 1h30 à l'avance, je prépare ma fille. Et autant qu'africaine, forcément, nous avons des cheveux afro. Donc ce matin-là, je fais une coupe à ma fille, je lui mets des petites barrettes, elle est toute contente. Et on arrive devant l'école, 8h15. Lorsqu'on arrive devant l'école, ma fille toute contente, moi aussi. Je vois la directrice de cette école. Je lui dis bonjour. Ma fille lui dit bonjour avec un grand sourire. Et elle éclate de rire. Et elle dit à ma fille, vous vous êtes pas coiffée aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que moi, autant que mère, j'ai tout de suite voulu sauver en quelque sorte ma fille. Donc, j'ai essayé de la faire rentrer comme si elle n'avait pas entendu. Et là, je lui réponds, si effectivement ma fille s'est coiffée, mais c'est la nature de son cheveu. Et je vois avec de la moquerie à côté, et je m'en passe de la suite. Donc j'ai essayé de cacher cette histoire pour éviter que ma fille, on en reparle. Et un jour, elle me dit, maman, pourquoi j'ai pas les cheveux lisses? Ça se met à me poser beaucoup de questions. Je lui dis, mais pourquoi tu me parles de tout ça? Et là, ma fille me dit, mais tu sais, maman, j'ai entendu quand la directrice s'est moquée de moi. Évidemment, on peut imaginer que ça peut être de l'humiliation, c'en est. Voilà. Je me suis sentie humiliée et ce que j'ai expliqué à ma fille, je lui ai dit mais non, j'ai répondu que c'était ta coiffure. Et jusqu'à ma fille a fait 2 ans là-bas et je tiens à vous préciser que lorsqu'il s'est passé ça, je n'ai plus jamais fait de coupe afro à ma fille. Vous êtes vous-même censuré sur ce point-là, vous êtes adapté. Oui. Ça vous a marqué, vous aussi, en tant que mère? Ça m'a marqué, mais je me suis quand même adaptée et j'ai tout fait pour me dire que c'était rien. Mais ma conscience me rattrape tous les jours et je trouve que c'est une chose qui a marqué même ma fille et ça ne se dit pas. On le comprend. Faisal, vous avez rencontré aussi d'autres problèmes qui ont été jusqu'à la présence policière chez vous. Vous pouvez nous raconter en quelques mots? Oui, avant qu'il y ait déjà la police de vous parler en fait de ce problème-là. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire que parce qu'il y a eu deux directeurs en fait. Moi, je vous parlais de l'année dernière où il y a eu un directeur qui avait mis en place en fait l'école, parce qu'il faut savoir que moi, ça fait 5 ans que mes enfants sont scolarisés là-bas, et que jusqu'au jour où, en fait, moi, j'ai été... désolé, hein, je peut-être un petit peu m'étaler dessus, mais voilà, c'est pour pas que ça m'échappe aussi. Où moi, j'ai un fils où, parfois, en classe, il peut être déconcentré. Donc, voilà, il peut être déconcentré. Donc, on m'a dit de le ramener chez une orthophoniste. C'est ce que j'ai fait. Donc, il y a eu un suivi derrière, il n'y a pas eu de problème. Jusqu'à l'année dernière, où il m'appelle comme ça devant tout le monde, où il me dit, voilà, monsieur, il est en CE2, mais il n'a pas le niveau, il faut le rétrograder en CE1. Et moi, je le regarde, je lui dis, c'est pas possible de le rétrograder en CE1. Il est en CE2, il va se retrouver avec sa sœur en CE1. Et il me dit, ah si, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Donc forcément, le ton est un peu monté. Les tensions sont nées à ce moment-là? Devant tout le monde. Déjà, quand on convoque un parent d'élève, on convoque dans le bureau, et puis on en parle tranquillement. Oui. Donc il n'était pas dans cette démarche-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que depuis là, mon affaire a évolué vers un autre stade. Voilà, un autre stade exactement, jusqu'au 29, donc le 29 juin exactement, où mes enfants rentrent en pleurant à la maison. Voilà, puis je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, il y a un policier qui est venu, papa, il y a un policier qui est venu à la maison, qui nous a interrogés individuellement. On est sortis de l'école et puis on a obéi. Puis le policier est venu dans le centre scolaire, à l'école. Voilà. Pour les interroger. Donc ils m'ont expliqué un petit peu la situation. Donc forcément, ensuite, on est un peu sous le choc, eux aussi. Et de là, on essaye de comprendre. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, quelles questions on t'a posées. Quel était le sujet? C'est ça, c'est qu'ils lui ont posé pas mal de questions, notamment dans le est-ce que vos parents, parce que nous on les frappait, s'ils mangeaient bien, s'ils s'habillaient bien, s'il n'y avait pas de problème dans la maison. Moi, du coup, tout ça, moi, quand ils m'ont raconté cette histoire-là, moi, dans ma tête, voilà, ça partait dans tous les sens. On n'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et il faut savoir que, en fait, mon fils, parfois, il est un petit peu déconcentré. Il jouait avec des enfants et puis il a eu une porte
Donc, il s'est fait mal, en fait. Il s'est blessé. Okay, bien sûr. Et puis, à ce moment-là, je pense qu'ils ont entamé leur enquête. Vous suspectez, du coup, ils ont essayé de chercher un petit peu la petite bête. Moi, je me suis dit peut-être que ça pouvait être ça, parce que je ne voyais pas d'autres choses. Donc, le jour même, le policier en question m'appelle et me dit, voilà, je vous appelle parce que j'ai été à l'école voir vos enfants, et puis je les ai trouvés très sympas, très gentils, voilà, et en me disant en posant les mêmes questions à peu près qu'ils ont posées en fait aux enfants. Et puis je lui dis, rien de tout ça. Nous, on est des parents où justement on essaye d'être derrière eux, et ils le savent. Ça fait 5 ans qu'ils sont scolarisés là-bas. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, ils veulent nous faire des problèmes? Vous suspectez, vous accusez du coup l'école, la direction d'une forme d'acharnement envers vous parce que vous avez opposé... Je pense, parce que moi, je me dis, il n'y a que ça. Il y a que ça. Même si j'avais entendu des bruits de couloir en disant, l'école, attention, voilà, ils peuvent... voilà, si vous ne suivez pas la directive, ils peuvent... C'est ce que vous avez... Certain pour il fait ça. Dans votre enquête, vous découvrez non, ce qui est certain, c'est parce que l'école l'a reconnu, c'est qu'il y a eu une enquête sociale qui a été demandée par l'école. Alors, ils disent que c'est bon, comme ils l'ont vu avec un œil noir ou une échymose sur l'œil, ils disent que c'est ça qui a déclenché. Ils ne vont pas dire évidemment que c'est un des... De manière isolée. Alors, de manière isolée, ça pourrait être normal, sauf que les gamins, ça joue, ça se cogne dans des portes. Si c'est une fois, puis on peut convoquer le père ou la mère, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé. Il n'avait pas des yeux beurre noirs tous les jours. Surtout que le fils de Faisal a également des problèmes psychomoteurs connus par l'école, donc qui se cogne, c'est pas très surprenant. Donc, alors il a été totalement blanchi maintenant. Moi, je pense qu'ils ont essayé de chercher la petite bête due à l'histoire au premier directeur qui était là, qui était mis en place, et du coup ça a fait du bruit. Et ils se sont dit, comme ils ont une liste d'attente, je pense qu'il y a eu de la demande parce que les gens ont parlé de cette école soi-disant bien. Donc derrière, ils se sont dit, cette famille, il faut essayer. Voilà, mais ça engage que moi. Il faut faire de la place. En quelque sorte, moi, je le vois comme ça. Parce que vous l'avez vécu comme ça, vous l'avez senti comme ça. Mais oui, mais même quand je me présentais, moi, à l'école, c'était sourire. Le nouveau directeur, voilà, comme s'il n'y avait rien d'anormal. Et il faut savoir que ma femme, au mois de mai, en plus de ça, c'était à la dernière ligne droite, elle allait accoucher. Donc ça, il l'avait pris, il le savait. Et ce qui s'est passé, ce que je trouve honteux et scandaleux, c'est qu'ils ont écrit un tas de choses sur nous, qui, bien entendu, rien à voir avec tout ça, pour essayer de grossir un petit peu la chose, pour qu'on soit, nous, en difficulté. Et ça a duré plusieurs mois. Vous imaginez, fin juin, juillet, août, septembre, octobre, avec ça dans la tête, en se disant que... avec les assistances sociales qui étaient derrière nous. Donc, elle nous a vus, nous, individuellement. Elle a vu les enfants. Ils sont venus à la maison. Ils nous ont posé un tas de questions. Ils ont fait une enquête sur l'entourage. Puis suite à ça, là, les dernières nouvelles, c'est qu'ils donnaient sans suite, en fait, à cette affaire. Tout ça pour rien, finalement, en fait, au bout de quelques mois. Voilà, et j'invite aussi aux gens à lire l'article de... Tout à fait, on mettra le lien, évidemment, sous cette vidéo. Ça sera un petit peu... Oui. Si je peux me permettre assez rapidement, j'aimerais bien préciser quelque chose, parce que moi, vu que j'ai 2 enfants, je vous ai parlé d'un enfant, mais j'aimerais bien préciser que moi, pour ma part, ça s'est toujours bien passé. Le désaccord commence lorsque nous sommes plus d'accord et qu'on commence à voir des choses où on commence à se poser des questions. Moi, si vous voulez, ce qui m'a éveillée, je vais en parler très rapidement, mais ce qui m'a éveillée, c'est qu'une fois, c'est une maman qui m'a appelée, et je tenais quand même à le dire parce que ça m'a vraiment marqué. C'est une maman qui m'a appelée, vous savez, on avait l'habitude d'avoir des billets bleus. Les billets bleus, c'est des mots. On a l'habitude, quand on va les chercher à 16h à l'école, autant que parents, c'est tous les jours, vous allez chercher votre enfant, tous les jours, il y a quelque chose à dire, qu'il soit bon ou mauvais, il y a quelque chose à dire pour info. Donc, cette maman m'appelle me disant, est-ce que tu as regardé le carnet de ton fils? Je lui dis non, j'ai pas envie parce qu'il a un petit billet bleu, donc je suis pas trop contente. Apparemment, il n'était pas calme. Donc, je vois mon fils attristé et ma copine, cette maman-là, elle me dit, non, il faut que tu parles à ton fils. Je lui dis, bon, ok, je demande à mon fils qu'est-ce qui s'est passé. Et là, mon fils, il me dit,
c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Je lui dis, mais qu'est-ce qui est de ta faute? Il dit, j'ai pas respecté la règle, donc j'ai été tapé aujourd'hui par la maîtresse. Ah, c'est terrible parce que là, comment vous l'exposez qu'il y a des règles évidemment, il y a des règles évidemment, mais la façon de frapper des enfants ou alors juste avant, votre propos a commencé par les problèmes commencent quand on est en désaccord. C'est ce que vous dites. Oui. Voilà. Et oui, dès lors vraiment. que vous posez des questions, que là ça commence un peu comme votre histoire, ça fait penser un peu à un phénomène de secte en fait finalement. En fait, ça me fait penser à ça. Secte, absolument, parce que même quand ils veulent partir, les parents, souvent on est en train de leur dire non, vous vous rendez pas compte. Puis si vous portez plainte, ça va causer du tort à l'école. On essaie de les retenir un peu. Il y a un côté sexe, oui. Et puis il y a aussi, alors je tenais aussi il y a une histoire qui m'a marqué dans votre billet sur investigation. Cette histoire folle au Mans où la mère d'une jeune enfant témoigne, et je vais le lire. Ma fille était stressée par les classements, la course, la compétition pour être l'élève méritant de la semaine qui aurait l'honneur de lever le drapeau. Cela la rendait malade, elle ne dormait plus. Je me suis dit qu'elle allait s'habituer, qu'elle s'habituerait. J'étais dans le déni, donc c'est quelque chose que vous pourrez peut-être entendre, enfin tout du moins c'est son témoignage. Course, classement, mérite, compétition, autant de termes propres à l'entreprise, encore une fois, au capitalisme ici collé à des enfants. Mais complètement, en fait, c'est un peu ça l'idée. Ce qui est critiqué dans la pédagogie, disons, moderne ou d'après 68, ou ce qu'on appelle le pédagogisme, c'est, on dit, il n'y a plus de notes. C'est pas vrai qu'il n'y a plus de notes. Hein, il y en a. Donc, il y a plus évidemment qu'il y en a. Mais il n'y a plus d'émulation. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas être complètement humiliant, de ne pas mettre 0 sur 20 à un gamin, lui mettre le bonnet d'âne et le mettre au fond de la classe. Eux, c'est un peu ça qu'ils regrettent. C'est-à-dire c'est récompense-punition, et souvent punition, et avec, effectivement, un esprit de compétition. Donc, le meilleur élève de la semaine, il a l'honneur de lever le drapeau, etc. etc. C'est sans arrêt. Et ça c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit de la maltraitance, c'est pas des violences, pas des humiliations, c'est une façon de faire. C'est une méthode éducative dont on sait bien qu'elle peut être violente et qu'elle est non seulement inefficace, mais qu'elle peut être même dangereuse pour certains gamins et traumatisante. Et puis, du coup, cette adhésion, là, je vous parle à tous les cette fois-ci, cette adhésion à un certain projet nationaliste, c'est-à-dire l'éducation à l'amour du drapeau français, de l'uniforme, de l'hymne national qu'on peut qualifier de guerrier. Est-ce que vous y étiez favorable au départ? Est-ce que vous avez ça? Vous êtes questionné sur ce point en amont, Aïcha? Moi, pour ma part, non, ça ne m'a pas posé de problème parce que, comme je le précise, nous sommes tous les enfants de la République aujourd'hui. Donc, de lever un drapeau, honnêtement, j'en ai jamais vu le mal. Bien au contraire, j'étais contente, j'étais fière. Ils chantaient la Marseillaise tous les matins. Bon, je ne vais pas vous cacher, c'était plus mes enfants qui étaient un peu fatigués parce que vous savez, il y a des matins, ils arrivaient, ils étaient fatigués. Moi, mon fils, il avait le droit de se faire souvent engueuler parce que lorsqu'on chantait la Marseillaise, il avait 7 ans. Hein. Il avait les mains dans les poches parfois. Il ne faut pas mettre les mains dans les poches. Quand il fait froid, il mettait sa capuche, il faut découvrir la tête. Je ne vois pas de mal dans ça, mais c'est plus les actes qui me marquent, tels que les propos un peu déplacés, tels que des professeurs ont droit de frapper des élèves. Et moi, j'ai déjà eu droit à ce qu'on me dise, écoutez, nous croyons aux professeurs. Donc la parole des enfants, elle est remise en question à tout moment. Il y a une domination dans ce sens-là. Voilà. Peut-être vous entendre sur la même question. Non, moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, pareil que madame. C'est vrai qu'il nous en avait parlé lors de la réunion. Le projet était clair sur ce point. Voilà, exactement. Mais moi c'était plus qu'il allait avoir un suivi derrière et que ça allait être... moi, je voyais plus au niveau de mes enfants en espérant que ça allait aboutir à quelque chose, qu'il allait avoir quelque chose où ils allaient pouvoir s'épanouir, en fait. Et non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non. On pensait avoir des gens qui étaient bienveillants, et non, bien au contraire. C'est pas du tout ça. En fait, on nous a vendu du rêve quelque part. Donc le drapeau et puis l'uniforme, ça ne va pas déranger. Mais après, c'est derrière ce qui me... C'est-à-dire, en creusant, on voit bien que c'est tout l'inverse de ce qu'ils nous ont raconté au début. Dans vos cas personnels, parce que là, pour en revenir à l'enquête qui vous concerne évidemment, vous parlez de franciser des petits musulmans. Il y a ce truc-là qui revient régulièrement. Ce qui est complètement absurde, parce que... Comment ? Qu'est-ce que ça dit d'intégration, en fait, finalement ?
Non, mais ça dit d'abord qu'ils partent du principe que quand vous êtes musulman, vous n'êtes pas intégré, vous n'êtes pas vraiment français. Ils partent de ce principe, puisque même il y a eu une réunion... dans l'école Espérance Banlieue, on le rappelle pour les gens qui nous rejoignent. Voilà, dans l'école Espérance Banlieue, on a dit, on va quelque chose comme... vous inquiétez pas, on va faire de vos enfants de bons petits français. Mais ils sont déjà français. Puis c'est quoi un bon petit français? Est-ce qu'un bon petit français, c'est forcément celui qui chante la Marseillaise tous les matins, qui lève le drapeau? Enfin, c'est leur conception de la France. De toute façon, pour chanter la Marseillaise, il faut regarder la Coupe du Monde de foot. Et c'est comme ça qu'ils la connaissent tous, les gamins. C'est pas la peine d'aller plus loin. Mais oui, il y a ce côté-là. En fait, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment du racisme, mais il y a un côté un peu paternaliste, avec les fausses bonnes intentions. Colonialiste, complètement. C'est Jules Ferry qui va éduquer ces peuplades primitives. Et c'est, j'emploie des termes volontairement choquants, mais il y a un peu ce mépris et cette condescendance de leur part. Ces pauvres gamins, quand même, ils ont pas de chance quand même d'être noirs et arabes. C'est pas de bol pour eux. Et on va essayer on va essayer de rattraper ça quand même. Et les parents, là-dessus, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, parce que c'est eux qui veulent le bien. C'est bon catholique, charitable. C'est eux qui veulent le bien des enfants. Les parents, ils savent pas. Les parents, ils savent pas, ils sont plutôt, si on entend bien, vous êtes plutôt d'ailleurs d'accord avec cette discipline, etc., ce projet-là, au départ. Écoutez, moi j'aimerais bien préciser quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que comme vous pouvez voir, entre les violences sur mes enfants, j'ai pas de chance aussi parce que je suis noire, j'ai pu entendre ça. Et vous savez, moi j'ai eu droit à ce la directrice de l'école de mes enfants me l'a dit ouvertement, que je devrais m'estimer heureuse aujourd'hui, parce que je lui ai dit que je partais. Et lors de mon départ, on m'a pas laissé partir, bien entendu. J'ai eu droit à des réunions avec l'ex-président de l'école Expérience Banlieue à Charles Péguy, avec la directrice, et j'ai eu le droit aussi à ce que j'avais énormément de chance, parce qu'on me tolérait. Donc, lorsqu'on vous a dit ça comme ça? Oui, en un mot, on me tolérait. Voilà, je l'ai bien précisé, donc je pense que ça englobe à peu près tout. Et lorsque j'ai demandé, c'est-à-dire on me tolérait, j'ai eu droit à ce qu'on me tolérait autant que noire, musulmane. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter sur ça, mais voilà. Aujourd'hui, vos enfants sont déscolarisés de cette école d'Espérance Banlieue. Vous êtes de nouveau de retour dans le public, tous les deux, vos enfants? Comment ça se passe, en 2 mots, aujourd'hui? Pour ma part, par rapport à l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, je ne vais pas trop m'étaler pour pas garder l'antenne, mais ouais, je les ai mis dans le public, et j'en suis content, franchement. Et j'ai vu en fait l'évolution. Vous voyez, on est en début de rentrée. Rien à voir, je vous assure. Ça va mieux. Franchement, ça va même beaucoup mieux. Moi, je pense qu'en fait, ils étaient dans des classes où les profs... pour moi c'est ce que j'ai vu, c'est pas compétent. Pour moi, ils n'étaient pas du tout compétents, et j'en ai eu avec qui j'ai pu discuter, qui l'a fait rétrograder en CE1, qui je lui ai dit, mais attendez, vous imaginez, il va être rétrogradé en CE1, le môme, comment il va réagir? C'est vrai qu'il faut préciser que ça peut être vu comme humiliant et rabaissant, effectivement. Ne vous inquiétez pas, on va être autour de lui, vous voyez, on va être autour de lui, on va le rassurer, et puis ils nous ont demandé de la mettre chez une psychomotricienne. Il faut savoir que c'est des frais aussi en plus. Tout à fait. Donc on y va, donc on a su en fait leur cheminement jusqu'au mois de février, où en fait plus de nouvelles. C'est-à-dire qu'on avait des contacts avec la professeure de CE1, est-ce que ça se passe bien? Elle nous faisait tout le temps en retour. Jusqu'au mois de février, on n'avait plus rien. Donc ils ont lâché en fait quelque part. Et puis voilà, au mois de mai, je vous ai raconté un petit peu où il avait le coca. Et ben là, du coup, il mangeait pas, il s'habillait mal. Il y a eu de la maltraitance. Puis là, le policier, forcément, quand il reçoit ça, il vient et puis il interroge. Et puis après, il y a tout un cheminement. Qu'on a compris et qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'enquête. Et donc, pour venir à votre question, dans le public, ils sont très bien. Pour l'instant, ça va mieux. Et vous aussi? Alors moi, j'aimerais vous dire, déjà, je suis très contente, déjà pour mes enfants. Et je vais vous dire une parole que ma fille m'a dit, parce que je tiens quand même à préciser que... Malgré l'intimidation, vous savez, on m'a aussi parlé des services sociaux, on m'a aussi dit que si des services sociaux devaient venir chez moi, j'allais me créer des problèmes. Oui, et j'étais aussi enceinte, donc on essayait de reposer ça sur j'étais fatiguée. Donc moi, personnellement, je sais que j'ai rien à me reprocher aujourd'hui, c'est pour ça que je viens avec un grand courage sur votre plateau. Merci d'être là. Je viens à visage découvert, parce que je tenais vraiment... à montrer aujourd'hui que l'intimidation ne marche pas, parce que je n'invente rien, voilà.
Mais moi, j'ai eu droit quand même à beaucoup de choses. Et pour revenir à l'école publique, aujourd'hui, moi, non seulement, je vais vous dire la parole de ma fille qui est dit dans mon dépôt de plainte, le jour où je leur ai dit, écoutez les enfants, je vous retire de cette école Charles Péguy, ma fille m'a pris dans les bras, excusez-moi, et elle m'a dit, merci maman, nous allons pouvoir retrouver notre liberté. Donc il est déjà dans mon dépôt de plainte, la petite l'a re-mentionné. Et aujourd'hui, oui, je suis comblée, mais une seule chose m'a quand même bien touchée, je tiens à le préciser. Et je suis contente parce que ma fille, c'était une élève brillante qui travaillait bien, qui tournait entre 17 de moyenne, voire 18 de moyenne. Et elle-même déjà me le disait souvent, mais maman, j'ai l'impression qu'on ne me félicite pas assez et pourtant j'essaye de tout faire. Ma fille ne dormait pas. Le soir, quand je me levais dans la nuit, je la voyais souvent avec des petits livres, elle cherche à lire, elle s'intéresse. Et lorsque, à ma grande surprise, mais c'est vraiment une grande surprise, lorsque je suis arrivée dans l'école publique, vu que le programme n'est pas le programme de l'éducation nationale, moi qui pensais que ma fille, tout allait être acquis, on a dû revoir beaucoup de bases. Donc, bien évidemment, j'ai arrêté de travailler. Je suis en train de revoir tout avec ma fille et le niveau n'était pas là pour le cas de ma fille. Bien qu'elle était brillante là-bas, mais les niveaux, voilà. Il faut reprendre maintenant le train de l'école et dans sa exactement. sphère donc publique c'est maintenant. Un autre travail. C'est autre chose. Mais nous sommes comblés, en tout cas, pour ma part. Je dors reposée, je m'inquiète parce qu'il n'y a pas beaucoup de devoirs, parce que j'ai envie de préciser qu'on avait, moi, personnellement, on avait des devoirs jusqu'à plus de 2 heures de devoirs après l'école. Donc là, il n'y a pas beaucoup de devoirs, je suis toujours inquiète, j'ai pas de mots, je me dis, mais... et en fait, voilà. On voit, là c'est ma dernière question, puisque vous êtes passé du public vers le privé pour des raisons que vous pouvez rencontrer, on pourrait parler d'une éducation nationale défaillante, on suit ici, surchargé, le service public défaillant. Alors, ma dernière question s'adresse à vous. Dans le fond, au-delà des agissements des cathos traduits, à l'instar d'ailleurs d'autres acteurs religieux dans le milieu scolaire, qui peuvent ne surprendre que peu de personnes, n'y a-t-il pas un mal systémique? On le soulève un petit peu ici, je m'explique. Le service public national est défaillant, on le suit ici, comme je l'ai dit, dans le transport, par exemple, dans l'énergie, l'éducation. Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l'Éducation nationale, avait vanté les mérites, il y a 5 ans, d'Espérance banlieue, au même titre qu'Emmanuel Macron, le président lui-même, était allé, lui, saluer le travail du Resto du Cœur, créant évidemment le scandale. Vous voyez le parallèle. Donc, Thierry Vincent, que doit-on comprendre là, en fait, dans ma question? Peut-on encore espérer un État-providence, un État qui serait à la hauteur de son rôle, c'est-à-dire de protéger sa population, de lui offrir les services publics qu'il attend pour réguler, pour lutter contre les inégalités? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible? Il faut l'espérer, parce que effectivement, ce genre de dérive comme Espérance banlieue, ça n'existerait pas si le public national, si le service de l'éducation publique était, parfait, c'est jamais parfait, mais fonctionnait bien. C'est évident que ça se nourrit des défaillances réelles des services publics, de l'État, etc. D'ailleurs, là, je fais plus globalement sur les services publics, mais on peut se demander si la droite libérale, le capitaliste, etc., espère pas quelque part que justement ça marche pas bien les services publics, puis pour qu'on puisse aller vers le privé. Alors c'est vrai dans l'éducation. C'est le cas pour la santé, c'est le cas pour... Oui, puis c'est vrai que normalement les restos du cœur ça devrait même pas exister. Ça devrait être, il devrait pas y avoir d'association caritative, ça devrait être l'État. Là, je globalise beaucoup, mais et tout ça se nourrit effectivement, le problème de fond il est là, c'est que l'État, on devrait retrouver. Ça, c'est un avis personnel, mais un État-providence où on n'aurait plus à faire appel à ce genre d'initiatives qui peuvent prêter le flanc à toutes les dérives, quoi. Bien, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été sur ce plateau avec moi ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu avec ce courage pour témoigner sur le plateau. Merci aussi à vous, Thierry Vincent. Je rappelle que l'enquête est à retrouver sur le site de Off Investigation.